Bon, aujourd'hui, une petite vidéo. Pareil, décontractée, mais pas dans le hamac ce coup-ci. Montage rapide, pas de micro. J'ai envie de faire une vidéo réaction. Pas réaction à ce que vous avez vu sur internet. Réaction à un chantier que j'ai eu ces derniers jours. Disons, une réaction à chaud. Je vais vous parler un peu de l'historique d'une installation qui a été faite à une trentaine de kilomètres de chez moi. Une installation qui date a priori de 2013. La cliente m'a autorisé à ce que je fasse une vidéo dessus, mais je ne vais pas les nommer, donc ils reconnaîtront certainement leur installation. Et j'espère que je ne les blesserai pas dans mes propos, voilà. Mais c'est intéressant d'en parler parce que c'est assez représentatif de ce que je rencontre sur le terrain. Il y a des cas différents, mais là c'est un des cas que j'avais pas vu depuis un petit moment. Vous allez me dire, il est représentatif. Il est représentatif sur plusieurs points. En fait, il cumule plusieurs problèmes. Et ces problèmes, je les rencontre régulièrement, mais pas tous en même temps. Et là, je les avais presque tous en même temps, donc j'ai estimé que cette installation, j'allais vous en parler. Je ne vais pas beaucoup vous la montrer, j'ai des vidéos, j'ai tout ça. Je vais surtout vous parler des problèmes qu'il y a eu et qu'il va y avoir sur cette installation. Parce que ça peut vous aider, ça peut aider d'autres personnes à ne pas faire les mêmes erreurs ou à améliorer leur propre installation. Voilà, ouais, il a fait son installation. Là, il y a 2 semaines, donc 11 ans après, on me contacte. Alors déjà 11 ans, c'est bien, accessoirement. On me contacte pour intervenir sur l'installation parce que les batteries sont mortes, a priori. Il faudrait être sûr que les batteries sont bien mortes et avoir un diagnostic un peu de l'installation. Alors j'interviens sur une matinée, 1 heure ou 2. Je vois des choses suffisamment graves pour intervenir tout de suite, pour modifier tout de suite. Puis par la suite, je leur donne un certain nombre de conseils. L'électricien qui gérait le lieu, qui gérait jusqu'à présent le lieu, n'était pas présent. Donc on a pris note, ils ont filmé tout ça. Et ensuite, il y a eu un devis pour les batteries. Alors au départ, on ne savait pas si les batteries étaient mortes parce que l'installation ne permettait pas de le savoir. Donc suite à mes modifications, elle a permis de le savoir. Et ensuite, donc en constatant qu'elles étaient effectivement mortes, même si 11 ans c'est court pour ces batteries-là, c'est des batteries tubulaires de haut de gamme, je vais vous en parler après. Donc je leur fais un devis pour des batteries régénérées. Il y en a à peu près pour 1360 €, de 800 Ah, Alors 800 Ah c'est la capacité nominale d'origine, et elles font un peu moins. Elles font un peu moins en exploitable, parce que vous savez qu'on n'utilise pas 20% de la capacité, donc 640 Ah utiles, on va dire. Et donc j'interviens ce matin pour changer les batteries, et donc l'électricien est présent, on discute, je fais des modifs, je fais des paramétrages, et je repars. Avec un petit goût, voilà, j'ai déjà vécu ce genre d'installation. J'ai pas l'impression que la personne est très satisfaite parce que y a un autre électricien qui s'en mêle, on va dire. Une fois que je suis reparti, l'installation est fonctionnelle. Donc je vais vous expliquer maintenant. C'est pas parfait. C'est pas parfait. Je suis reparti, c'est pas parfait. Ils m'ont pas pris la totalité de la prestation. Ils n'ont a priori pas l'intention de faire les suites des modifications que j'ai conseillées. Je pense qu'ils me rappelleront plus tard pour une modification en question, justement, pour aller plus loin. Bon, voilà, maintenant on va rentrer dans les pourquoi du comment. Alors c'est une installation qui a été réalisée en do it yourself. On va considérer ça comme ça, par la personne qui fait un peu d'électricité, qui fait l'électricité sur les lieux et qui apprend et qui met des batteries et autres. Et par acquis de conscience, cette personne a mis du très bon matériel, que moi je considère très bon. Donc c'est du matériel Studer, donc il y a un extender 3524, il y a un Variotrack 65 A, un contrôleur batterie BSP 500, un parc batterie OPQ tubulaire acide OPZS 910 Ah C100, et donc tout ça est câblé, avec des sections a priori adaptées, et ont été rajoutés par la suite un Tristar, un MPPT de la marque Morningstar, Tristar, je sais plus, j'ai un petit doute. Je crois que c'est la même, je crois que c'est... L'un c'est la marque, l'autre c'est le modèle. Avec un champ photovoltaïque en plus. Puis par la suite, il y a 2 ans, une éolienne Pigot a été installée, je crois que c'est une 500 watts.
qui est pas très haute, elle est à moins de 12 mètres, avec une résistance électrique. Donc il y a un redresseur, un comptage, et un système avec une résistance électrique pour le surplus d'énergie en cas de vent fort. Donc c'est une éolienne qui a été faite avec Tripalium. Et moi j'interviens sur les lieux. J'interviens pour un problème de batterie, de capacité batterie, d'incohérence du système. Qu'est-ce que j'ai remarqué sur les lieux? Je suis arrivé, j'ai vu que le contrôleur batterie n'était pas branché au bon endroit. Il n'était branché que sur le extender. C'est-à-dire qu'il ne mesurait que la décharge du extender ou la charge parce qu'il y avait le réseau ou le groupe électrogène. Donc en fait, il ne prenait pas en compte l'énergie solaire. Il passait son temps à décharger les batteries ou à les charger complètement quand il y avait le réseau. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui n'était pas évident. Sauf que ce contrôleur batterie, il n'était pas bien paramétré. Il était non pas en comptage, mais en seuil de tension. Donc à la limite, avec ce seuil-là, il arrivait à faire des pourcentages quand même. Heureusement, d'ailleurs. Mais c'était des pourcentages un peu... vous voyez, on ne peut pas trop en faire confiance parce que ça monte d'un coup, ça baisse d'un coup, il n'y a pas de linéarité. Moi j'ai horreur de faire comme ça sert à rien d'investir un appareil aussi cher, autant mettre un régulateur solaire de base à côté, et il va vous mettre un pourcentage en fonction de la tension, ce sera pareil, quasiment. Donc il y a ce paramètre-là, qui fait que les pourcentages étaient incohérents. Le fait qu'il ne regardait pas l'écran du... A priori, il ne s'intéressait pas énormément à l'écran du pourcentage, mais plutôt à celui de l'onduleur. Il y avait un petit décalage de tension entre les deux. Ça, c'est une chose. Sur l'installation, je vois que donc il y a un deuxième MPPT, qui n'est pas de la même marque. Pourtant, il n'est pas donné non plus, le Tristar. Qui n'est pas de la même marque, donc ça aide pas trop avec la communication du système, mais admettons. Le contrôleur de l'éolienne, c'est un pont redresseur. Alors c'est un mélange, ce sont plein de ponts monophasés couplés en triphasé. Enfin, c'est un montage pas cher de ponts redresseurs avec un comptage en courant continu qui a l'air de marcher. Un frein manuel, c'est-à-dire une mise en court-circuit de l'éolienne manuelle. Et puis pris en direct sur les batteries, même pas par le contrôleur batterie, même pas par l'éolienne, cette fameuse résistance qui déclenche en cas de surtension. Sauf que cet appareil là, c'est un Xantrex Tracer, je sais plus quoi. Il est fait pour, il est fait pour. Sauf qu'il n'est pas fait pour les batteries OPZS. Il n'est pas fait pour les batteries liquides. Il est fait pour des batteries étanches, AGM, gel ou autres, parce que les seuils de tension sont maximum, je crois, c'est 28 volts. 28, 29 volts, 28 volts. Et il n'était pas réglé à 28, il est réglé en dessous de ça. Il était en dessous de 28 quand je suis arrivé. Mais je l'ai réglé au maximum. En fait, qu'est-ce que c'était cette histoire? C'est-à-dire que Tripalium préconise, en cas de surcharge de batterie, d'avoir une résistance électrique qui déleste l'énergie en fonction de la tension de la batterie. Donc il y a un petit hystérésis. Au-dessus d'une certaine tension, ça envoie dans la résistance. Et en dessous d'une certaine tension, ça arrête d'envoyer. Il y a un MOSFET qui fait des modulations qui permet d'envoyer une certaine quantité d'énergie dans la résistance. C'est censé être du tout ou rien, mais je crois que ça ne l'était pas à ce moment-là, je crois qu'il module un petit peu. Et du coup, j'arrivais sur place avec des batteries pas trop chargées, il y avait du soleil, et j'entendais un bruit, et puis la résistance électrique chauffait. J'aurais dit, bah, l'éolienne tourne pas, quasiment pas, qu'est-ce qui se passe? Et donc j'ai compris, c'est que cet appareil, tel qu'il était installé, avec ces batteries-là, empêchait la charge complète des batteries. C'est-à-dire qu'on avait régulièrement tous les jours du soleil, mais à chaque fois qu'on atteignait la tension de la résistance, toute l'énergie partait dans la résistance à hauteur de 1000 watts. Sauf les jours où il y avait plus que 1000 watts de soleil, parce qu'il y avait un peu plus de 2000 watts de panneaux solaires. Et là, on pouvait éventuellement finir la charge, mais dès que le chargeur avait fini d'envoyer des watts, tout de suite c'était déchargé dans la résistance. Donc on ne pouvait pas avoir un maintien de charge, on ne pouvait pas avoir une charge qui dure pour faire du brassage d'acide, et on ne pouvait surtout pas avoir d'égalisation. Donc ça, c'est les 2 dernières années. Donc les 9 premières années, pas de problème de batterie. Et dans les 2 dernières années, problème de batterie. Suite à l'installation de cet appareil qui empêche la charge. Qui empêche la charge complète. Cet appareil qui chauffe, on me disait que ça chauffait pas souvent, mais à mon avis ça chauffait à chaque charge, donc c'était peut-être pas très long, mais ça empêchait la fin de charge. C'est aussi un appareil qui n'avait pas de considération de température, donc si les batteries étaient froides, qu'il fallait les monter en tension, on peut pas, et si elles sont chaudes et qu'il fallait les mettre un peu plus basses en tension, bah ça pouvait bien marcher. C'est aléatoire, quoi.
Cumulé à ça, on a le fait qu'il y a eu des décharges profondes. À partir du moment où on ne connaît pas le pourcentage réel de la batterie, qu'il y a un certain nombre de problèmes d'entretien. C'est-à-dire l'entretien se limitait à la mise en eau, parce qu'on ne peut pas dire que le pèse acide servait beaucoup, il était dans un coin sur une étagère avec la poussière et les araignées. Je suis pas sûr, peut-être qu'il servait au début, peut-être qu'il servait très rarement. Bon, je peux pas... En tout cas, quand je suis arrivé, j'ai demandé s'il y en avait un, on m'a dit qu'il n'y en avait pas, mais je l'ai trouvé quand même. Bon. Mais il était ouvert, donc il a dû servir. À partir du moment où le pourcentage n'est pas fiable, la tension n'est pas fiable, et que les batteries sont jamais chargées, on a une situation où on va avoir des batteries qui vont tout le temps se décharger. Enfin, il va y avoir des déséquilibres et on va avoir des erreurs de charge et de décharge. On va avoir des décharges profondes, des coupures, et des charges non finies. Vous cumulez ces deux situations, vos batteries elles ont beau être d'une super qualité, elles vont mourir. Donc là, elles sont passées et sont mortes. Alors c'est un peu dommage parce que c'est quand même du matériel de qualité qui a été mis. Peut-être que c'est un effet, vous voyez, quand on met beaucoup d'argent dans un système, on n'a plus envie d'en mettre d'autres après. Après, ça aurait été bien qu'ils rajoutent quelques centaines d'euros en plus pour des disjoncteurs, des sectionneurs, des choses comme ça, parce qu'il n'y avait pas de protection sur les panneaux solaires. Quand je suis intervenu, j'ai eu du mal à couper le courant, parce que les panneaux solaires, je ne pouvais pas les couper. Les fils avaient été enroulés sur les bornes, vissés comme ça, donc pas de cosse. Aucun moyen de couper le courant autre qu'en débranchant les câbles. Il y avait bien des fusibles, avec des sectionneurs, donc on ouvre, ça fait office de sectionneur, mais ça mettait hors tension que la partie batterie. Et ça, c'est pas bon. Il faut pouvoir couper le solaire en même temps. D'autant qu'à partir du moment où on ne coupe pas le solaire, on n'a plus la garantie des régulateurs. Ça, c'est un sujet dont on parlera quand je reparlerai des normes. Je ferai un petit sujet là-dessus. Donc, je leur demande de mettre des bons disjoncteurs, de mettre à la place de l'appareil avec la résistance, de mettre un contacteur, tout simplement. Et ce contacteur, on le commande avec le extender. Il y a 2 relais dans le extender. 2 relais de commande, on les paramètre avec des seuils de tension et avec une durée. Au départ, ils ne voulaient pas, mais bon, en changeant les batteries, je suis arrivé, on en a parlé un petit peu avec la personne et ne comprenait pas pourquoi cette résistance était un problème. J'ai dit, écoute, cette résistance, si elle reste, mes batteries ne sont pas garanties. Moi, je ne veux pas de ce système de résistance parce qu'elles vont à nouveau pas charger. Or, là, elles ont été stockées un certain temps, elles ont besoin d'avoir plusieurs phases d'égalisation, elles ont besoin de bouillir un peu pour retrouver leur capacité. Si tu laisses cette résistance, ça n'arrivera pas. Donc tes batteries ne vont pas marcher comme tu veux, on est à l'aube de l'hiver là. Ça va foirer, moi je garantis pas ça. Donc il y en avait pour 20 euros de relais, j'ai dit quand même, écoute, voilà, si tu veux je te le laisse, tu l'installes. Donc il l'a installé en même temps que j'ai... Je dis, si tu veux, pendant que tu l'installes, si tu manques des coches, tu passes des coches, je vais paramétrer le régulateur, le extender. Comme ça, on a coupé la poire en deux, c'était pas trop cher, il a pris le temps de l'installer, comme ça j'ai pu l'assister. Et j'ai paramétré le extender. Je lui ai dit, voilà, au-dessus de 31,4 volts pendant plus de 45 minutes, tu enclenches la résistance, parce que c'est l'égalisation, elle est à 31,3 et elle est d'1 heure, mais je dis ok, je veux bien que au-delà de 45 minutes, tu enclenches la résistance, ça ne me dérange pas. C'est la fin de l'égalisation, c'est pas grave. Et si ça descend en dessous de 29,3, donc toujours batterie chargée, seuil assez élevé, tu coupes la résistance. Donc j'ai mis une seuil de tension assez haut. Et j'en ai mis un autre seuil instantané ce coup-ci, pas de minuterie, à 32. J'ai dit, si tu dépasses 32, t'enclenches la résistance jusqu'à 28,9. Toujours, 28,9 c'est une tension très chargée des batteries, toujours en cours de charge. On ne descend pas en dessous de la tension de sulfatation. Après ça descendra en floating à 27,2, c'est pas de problème. Mais pour cette situation de surtension, si ça arrive, c'est qu'a priori c'est l'éolienne qui envoie trop de jus. Donc dans ce cas-là, je veux bien que tu dissipes de l'énergie. Parce que l'éolienne, les 3/4 du temps, sur cette batterie-là, comme en plus c'est une petite éolienne de 500 watts, face à 2 ou 3000 watts de panneaux solaires avec une consommation régulière, ça arrive jamais que la résistance se mette en marche en vrai. Sauf que là, ça arrivait souvent, en fait, par rapport à ce que ça aurait dû. Donc on a paramétré comme ça, et donc je suis reparti avec un système comme ça. Alors petit message à Tripalium, ou à d'autres installateurs d'éoliennes, une résistance électrique c'est utile pour freiner une éolienne, mais en fait on ne la met jamais sur les batteries. Tous les petits régulateurs qu'on voit sur internet pas cher, là, normalement c'est censé... on est censé bifurquer l'énergie vers une résistance. Mais il ne faut pas la prendre des batteries. C'est pas les batteries qui sont surchargées. Il ne faut pas prendre de l'énergie des batteries en disant oh là là, il y a trop d'énergie dedans. Non, non.
c'est l'énergie de l'éolienne qu'il faut prendre pour la dissiper dans la résistance. D'accord? Normalement, c'est avant le pont de diode. Avant. C'est donc une résistance en alternatif. Mais bon, c'est les mêmes genres de résistance. Ça veut dire qu'il en faut 3 de résistance. Si vous mettez après le pont de diode, dans ce cas-là, rajoutez une diode après pour pas que l'énergie vienne des batteries. Et si vous mettez un MPPT entre les deux, dans ce cas-là, il faut que soit le MPPT soit capable de détecter un seuil de tension qui lui est propre, parce que quand l'éolienne s'emballe et que le MPPT a fini de charger la batterie, il ne faut pas que ça dépasse un certain seuil pour le MPPT et pour l'éolienne. Vous pouvez acheter un petit relais de détection de tension pour ça. Sur des basses tensions, c'est pas trop cher. Dès qu'on monte un peu, on a le Cruiset, je crois que c'est ça, le Cruiset HUH. Voilà, HUH. C'est pas la colle UU, c'est HUH, qui vaut quand même son petit billet, mais qui est très efficace pour enclencher les résistances sans décharger les batteries. Donc vraiment, faut arrêter de croire que toutes les batteries elles sont étanches, toutes les batteries ne se chargent qu'à 14 volts. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut les charger à 4. Mais même les batteries AGM, il faut les charger à 14,6 en fait. Donc, même parfois à 15. Donc ce système de frein sur la tension de la batterie, c'est... faut arrêter. Faut arrêter ça. Vous pouvez détecter la surtension de batterie. Et dans ce cas-là, effectivement, vous mettez l'éolienne en sécurité via la résistance. Et ça ne charge plus parce que la tension est atteinte. Mais vous ne pouvez pas décharger les batteries. C'est mort. Faites pas ça. Stop. Ou alors faites un réglage hyper précis. Si vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de mettre 29 volts par exemple. Et bien déclenchez à 29 et arrêtez à 28,8. Faites un petit... Même ça va être dommageable pour les batteries, mais au moins ça ne les déchargera pas vraiment. C'est un métier l'éolien. Et la partie électrique dans les éoliennes pigotes est souvent un petit peu bâclée, je trouve. Elle est souvent simpliste. Et ça va, ça va que ce soit simpliste pour les projets qui concernent. Souvent, c'est une petite batterie dans un coin, un petit panneau solaire. Parfois, il n'y a même pas de régulateur solaire. Enfin, c'est... Ok, je veux bien. Mais quand on a une installation avec 5000 € d'électronique, avec 3000 € de batterie, bah, je suis désolé. Mettez 300 € dans un régulateur éolien. Mettez 300 balles dans une détection de tension. Faites quelque chose. Puis techniquement, là, en fait, vous n'aviez même pas besoin de régulateur. Il y avait déjà un régulateur sur place. On peut le rendre hybride, le régulateur Studer, avec une diode. Et vous mettiez une éolienne en 48 volts. Et chargez en 24. Hein. Enfin, je comprends que je jette pas la pierre. Hein. C'est juste que pour les autres personnes qui font ça, faites attention. Parce qu'en fait, vous flinguez vos batteries. Et je trouve ça dommage parce que l'installation était belle. L'installation avait un certain potentiel. Et ça a foiré. Donc là, il y a des nouvelles batteries qui, elles, sont faites pour durer 10 ans. Par contre, c'est de la régénérer. Elles ont déjà une nouvelle vie. Et il y avait un autre truc. J'ai prévenu le client. Je lui ai dit, bah voilà, toi, là, t'as un contrôleur batterie avec une sonde de température. Très important, la sonde de température, je le répéterai jamais assez. Il faut faire varier la tension de la batterie en fonction de la température. Quand il fait froid, la tension baisse. Donc le chargeur doit augmenter sa tension de charge. Quand il fait chaud, la tension monte. Le chargeur doit baisser sa tension de charge. La température monte, pardon. Oui, mais la température monte et la tension monte. Voilà, les deux sont corrélés. Et si on a une surtempérature, on risque d'avoir un emballement thermique et là, le régulateur doit se couper. Ou au moins brider avec une tension minimale. Si cette sonde elle est mal placée ou inopérante, on peut avoir des coupures l'hiver liées au fait qu'on n'a pas du tout compensé la baisse de température. Et l'été, on peut avoir une destruction de batterie. Destruction, ça part en vapeur, ça monte en tension, en température et ça détruit tout quoi. Enfin, ça détruit dans le sens où ça explose pas. La batterie est morte. Et perd de la durée de vie très rapidement. Et donc cette sonde, il l'avait mis au mur. Alors pourquoi pas? Mais j'ai dit, il faut la mettre sur la batterie. J'ai dit, moi je la mets au mur aussi, mais j'en prends une deuxième. La sonde qu'il a, c'est celle qui est dans le contrôleur batterie, le BSP, il est fait office de sonde. Il y a certains installateurs qui la collent avec le petit autocollant qui est derrière, contre la batterie. Très bien, c'est possible de faire ça. Moi je le fais pas, parce que je prépare des planches techniques. Mes planches techniques, le BSP, il est sur la planche. Par contre, j'achète la sonde BTS01 Studer, qui est clippée sous l'onduleur, qui a un câble de 4 mètres, et qui va se coller sur la batterie ou s'attacher dans la sangle. Donc je lui ai dit, bah, pour 30 balles de sonde, ce serait dommage de niquer 1300 € de batterie, quoi, ou 3000 € de batterie pour des batteries neuves. Ça vaut le coup. Pareil pour les sectionneurs, pour le photovoltaïque. Cramer un régulateur à 1000 € contre un disjoncteur à 30 €. Voilà, on ne demande pas la lune. C'est pas, on ne demande pas des détecteurs d'isolement,
des parafoudres, juste un interrupteur. Même un porte-fusible, ça fera l'affaire. Juste un porte-fusible. Même un sectionneur, juste un sectionneur, un truc qui juste sans protection, juste de quoi couper manuellement. Donc voilà, sur cette installation, il y avait un certain nombre d'incohérences qui sont fréquentes. Donc le contrôleur batterie au mauvais endroit, la sonde de température au mauvais endroit. Alors le mauvais paramétrage aussi, les seuils de tension qui collent pas, sur l'onduleur, il y avait aussi des erreurs de paramétrage sur le courant d'entrée qui était trop élevé. Donc les groupes électrogènes, ça prenait trop de courant sur le groupe. Il n'y avait pas de limite, il n'y avait pas de bridage. Donc peut-être par chance ça a collé, mais faut pas hésiter à paramétrer les équipements. En fait, il y a des notices, faut s'en servir. Une adjonction de matériel de marques différentes, avec des fonctionnements différents, qui ne sont pas réellement adaptés au matériel d'origine. Donc quand on fait une extension d'installation comme ça, il faut mieux réfléchir à la cohérence du système. Vous avez le droit de mettre des marques différentes, ça fonctionne. Le contrôleur batterie en prendra compte s'il est bien câblé. Mais toutefois, faut vraiment faire gaffe, quoi, parce que ça peut ne pas marcher. Alors, c'est pas pour encourager à racheter du Studer, mais je leur ai dit, le Studer, vous aviez une option à 200 € dessus, qui permettait de passer de 65 ampères à 80 ampères, vous rajoutiez les panneaux, c'était possible. Donc bon, alors si on ajoute à ça le fait que, comme ça a été fait en do-it-yourself, les gens, ils voulaient pas trop payer un artisan pour réparer, pour remettre en état. Je comprends, au niveau amour-propre, c'était pas évident, et au niveau budget, c'est pas évident non plus. Mais là, il y avait vraiment quelque chose à faire. Il fallait que j'insiste un peu. Parce que ça relance l'état de l'installation. Ça va être le jour et la nuit. Ils vont se retrouver avec une installation qui marche, une éolienne qui marche. C'est pas mal, en fait. Vous voyez, c'est pas anodin. C'est un peu comme certains garagistes. Je dis certains parce que je côtoie pas beaucoup les garagistes, que je fais moi-même. Mais justement, quand je suis débordé, c'est quelque chose que je sais pas faire, je m'appuie sur quelqu'un d'autre, quitte à ce qu'il soit plus cher. Parce qu'il y a des sujets, je sais pas, à refaire les joints de la pompe d'injection par exemple. Et ben j'emmène au spécialiste des pompes à injection, ça me coûte 400 balles, mais voilà, il m'en rend la pompe et il a changé tous les joints, elle marche. De temps en temps, même si on fait soi-même, il faut savoir trouver ses limites et demander à un professionnel, en tout cas un professionnel qui reconnaît qu'il sait se servir du matériel. Là c'est tombé sur Studer, donc là c'est pile poil ma tasse de thé. Ce serait tombé sur d'autres marques. Alors SMA je sais faire aussi, mais c'est un peu plus... ça me demande plus de temps. Parce que je l'ai fait que quelques fois en autonomie, le SMA. Mastervolt c'est un peu plus long aussi. Donc voilà, dès qu'il y a des marques que j'utilise pas régulièrement, Outback, le régulateur solaire ça va, mais l'onduleur j'en ai jamais eu entre les mains. Dès qu'il y a des marques inhabituelles pour moi ou pour la personne, ça nécessite de bachoter un peu. Et là c'est vrai que ça fait peur un peu, on se dit il va passer des heures à facturer son temps de recherche, mais là non, je connais déjà le matériel, j'aurais dit non. Quand je suis intervenu, j'aurais dit dans un quart d'heure c'est réglé. En un quart d'heure j'ai remis les choses à leur place. Oui, c'est pas... Oui, parce que c'est quelque chose de courant, comme je vous dis. L'installation d'avant, j'ai partagé des photos sur mon espace communauté. C'était une entreprise très connue qui vend des kits solaires, qui a vendu à ma cliente un kit Super Watt avec des batteries Super Watt aussi, je crois. Des batteries AGM vendues pour du gel, vous savez, et des panneaux solaires, 2 panneaux de 400 watts ou 360 watts. Sauf que ce Super Watt en question, c'était un 3000 watts. Il n'acceptait pas, il n'était pas possible de mettre les panneaux solaires en série sur son entrée MPPT, parce que les panneaux solaires avaient une tension trop élevée, d'accord ? Sauf que quand on les mettait en parallèle, les panneaux, on avait une tension opérationnelle de 36 volts à peu près, ce qui est relativement faible pour charger en 24 volts. D'autant que le MPPT n'acceptait pas en dessous de 35, je crois, quelque chose comme ça. Donc dès qu'on avait une tension faible, enfin un ensoleillement faible, on ne chargeait pas. C'est un peu problématique. Le Super Watt n'étant pas adapté pour monter au-dessus de 30 volts, même de 28 je crois, on ne chargeait pas complètement les batteries non plus. Comme il n'avait pas de sonde de température et qu'il était logé dans une caravane qui prend la surchauffe et le gel, et ben les batteries, lorsqu'elles étaient froides l'hiver, le régulateur n'a pas du tout rehaussé la tension pour rattraper la perte, et en pleine canicule n'a pas du tout bridé la tension non plus, donc les batteries mortes
D'autant que c'était deux batteries de 150 ampères en 24 volts. Donc 150 ampères, il fallait pas dépasser les 30 ampères de charge max. Hein. Et je crois que là, alors là, on avait 800, on avait un peu plus de 40 ampères. Donc on dépassait régulièrement le seuil de charge maximale des batteries. Et comme dans la notice et dans les notions de garantie de ces batteries, c'est marqué que les batteries ne sont pas garanties. Il y a une garantie, mais c'est marqué que c'est d'abord la faute du client. Du coup, elle n'a pas été remboursée, elle n'a pas eu gain de cause. Et donc, je lui ai mis des batteries régénérées acide plomb au PZS. Mais j'ai dit, attention, tu n'as pas de sonde de température et ton régulateur n'est pas adapté. Il va falloir aller charger ces batteries, il va falloir faire attention, prends-en soin. Donc pour éviter que ça décharge complètement, parce que la puissance à vide de cet appareil c'était 35 watts quand même, puis sur une petite install où il y a deux panneaux, une toute petite batterie, c'était chaud. Donc elle éteignait tous les jours, ou à chaque fois qu'elle partait, l'onduleur. Quand on l'éteint, le solaire ne redémarre pas l'appareil tout seul, donc on l'éteint. Et une fois, elle l'a redémarré, et il a failli prendre feu, foutre le feu. Ça a éteint, il y a eu des étincelles partout, elle a tout éteint. Et du coup, on est passé en Victron, plus un SRME. Ça marche très très bien. On a divisé par 3 la consommation à vide et le MPPT que j'ai mis accepte une tension basse sur les panneaux. Et on pourrait mettre, comme c'est 100 volts, on pourrait mettre les panneaux en série. Ça n'a pas été décidé encore. Ce qui s'est passé sur ce Super Watt, c'est... Comment dire, il est probable que ce soit une limace. Parce qu'il y a une espèce de limace... Je sais pas si c'est une limace, il y a un résidu de cramé sur des composants. Je sais pas si c'est le condensateur qui a coulé, si c'est la limace qui a fait cramer. Il y a des trucs qui ont pété à l'intérieur. Et en tout cas, la personne a pris peur et ne veut plus se servir de cette marque-là. Faire gaffe aux limaces, hein, parce que c'est pareil. Il y en a régulièrement qui viennent foutre le bordel. Un local technique qui n'est pas étanche aux limaces, c'est pas évident. Donc voilà, je sais pas si c'était un coup de gueule, c'était une réaction. Une réaction, et je pense que c'était intéressant d'en parler. Et c'est humain tout ça, c'est humain de vouloir faire des économies, de vouloir faire de telle manière parce que c'est humain. Bon, voilà. Je pense que j'ai remis les choses en place sur cette installation et je pense que ça va bien se passer maintenant. J'espère qu'ils vont suivre les consignes. S'il y a des petites consignes d'égalisation pour réveiller les batteries après leur stockage, si c'est respecté, ça devrait rouler. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.